tu connais tes potes, tu sais où est-ce que tu vas aller, t'es censé passer un bon moment et t'arrives et en fait t'arrives pas à te connecter aux gens. Le dépressif à un endroit, c'est celui qui a ça, mais tout le temps. Si t'as pas suffisamment d'énergie, ne serait-ce que pour t'occuper de toi et pour faire tourner tes propres processus physiologiques, vaut mieux que tu sois en dépression. Aujourd'hui, tu t'isoles du monde, mais en fait, tu te reposes pas parce que t'es sur les réseaux sociaux, tu bouffes des plats préparés, sur du porno. C'est ça. Il faut toujours plus conquérir, il faut avoir toujours plus d'informations. La tentative de mettre le monde à sa disposition résulte d'une angoisse et d'une illusion qu'on peut tout contrôler. Ils différencient bien notre capacité à mettre à proximité le monde matériel et notre capacité à nous y connecter. Et on n'est jamais en sécurité. Par nature, on n'est jamais en sécurité. Si jamais votre quête dans votre vie, c'est de vous mettre en sécurité, c'est peine perdue en fait. C'est dur ça. Aujourd'hui, on va parler d'un bouquin. C'est le bouquin de Hartmut Rosa. C'est un philosophe et sociologue qui a écrit Rendre le monde indisponible. Il a écrit 2 autres livres aussi. Un livre sur la résonance et un livre sur l'accélération et la découverte. Ok. À la découverte de l'accélération. Pourquoi ce bouquin en particulier et du coup en quoi ça parlera aux gens qui nous suivent déjà et qui se sentent concernés par ce qu'on raconte sur YouTube? Parce que cet auteur en fait parle d'une chose justement, c'est de la volonté de l'humain de conquérir son environnement en permanence, de le mettre à disposition. Mais il parle d'autre chose, il parle justement du concept de résonance. Et le concept de résonance, c'est la capacité à rentrer en interaction avec l'environnement. C'est-à-dire qu'en gros, il nuance bien quelque chose. C'est pas parce que tu as l'objet de jouissance à portée d'un point de vue matériel que tu peux en jouir. En gros. Et le concept de résonance, c'est ça. C'est la capacité à rentrer en lien avec finalement ton environnement, en lien avec les personnes, en lien avec une symphonie de musique, en lien avec une architecture, en lien avec tout ça, quoi. C'est ta capacité à te connecter à. Et il différencie bien du coup notre capacité à mettre à proximité le monde matériel et notre capacité à nous y connecter, en fait. En réalité, il parle d'un truc qui est assez spirituel derrière, selon moi, mais il met pas le mot dessus parce que c'est un athée et que c'est un sociologue et qu'il a écrit ça, à mon avis, de façon assez universitaire et tout ça. Ouais. Mais ça reste super intéressant parce que justement, il parle il parle de notre volonté de toujours conquérir et tout ça. Il parle des grands principes humains, en fait, et d'une dégénérescence qu'il peut y avoir avec la société actuelle, en gros. Ça me fait penser ce que tu as dit juste avant, au fait que on peut fréquenter quelqu'un pendant 20 ans sans être vraiment en relation avec. C'est ça. On peut ne pas être en relation avec le monde alors qu'on y vit. C'est ça, et ça va encore plus loin, c'est-à-dire que pour moi, en fait, il parle d'un truc qui est en réalité un espèce d'état dépressif chez l'humain. C'est-à-dire que pour moi, la dépression à un endroit, c'est l'incapacité à rentrer en résonance avec. Je pense qu'on s'est tous déjà fait ça. Tu vas en soirée, tu vois. Tu connais tes potes, tu sais où est-ce que tu vas aller, tu sais que tu t'es censé passer un bon moment et t'arrives et en fait t'arrives pas à te connecter aux gens. Et tu te fais chier, tu te dis mais qu'est-ce que je fous là quoi. Ce truc de putain mais qu'est-ce que je fais quoi, genre et en fait pour moi, le dépressif à un endroit, c'est celui qui a ça mais tout le temps. C'est-à-dire que il y a un aspect de perte de lien au monde, tu vois. Au-delà d'un truc d'absence de connaissance de l'autre, comme tu décrivais avec, par exemple, tu peux passer 20 ans avec quelqu'un sans le connaître, oui, en effet. Et en même temps, tu vois, il parle de ça, mais il parle aussi de cette incapacité à rentrer en lien avec, en fait. Et que, en gros, il différencie 2 choses. Il différencie la jouissance quantitative et la jouissance qualitative à cet endroit-là. Qui est d'un côté une jouissance bien plus spirituelle, et de l'autre côté une jouissance marchande un peu en fait qu'on t'a vendu comme un truc de il faut toujours plus conquérir, il faut avoir toujours plus d'informations, il faut toujours réduire l'asymétrie. Quand il y a une asymétrie, il y a un déséquilibre. C'est-à-dire que par exemple, moi j'ai lu ce bouquin, donc il y a une asymétrie de connaissances entre moi et Artie parce que justement j'ai ce bouquin en plus dans les mains, mais peut-être qu'il a lu d'autres choses et finalement l'asymétrie n'est pas si. Ce qu'on espère, c'est qu'il n'y ait pas trop d'asymétrie pour que je puisse te renvoyer la balle et participer aussi. Mais du coup, c'est ça. Oui. Mais la symétrie est essentielle dans le monde parce que c'est aussi c'est ça qui fait que l'énergie et que l'information circule. Ouais. En électricité, on parle de différence de potentiel.
l'électricité circule dans un circuit électrique quand il y a une différence de potentiel. Quand il n'y a pas de différence de potentiel, quand il n'y a pas d'asymétrie, l'électricité ne circule pas. Et entre les humains, entre les civilisations, entre les entreprises, entre les pays, c'est pareil. C'est l'asymétrie qui crée le mouvement. C'est ça. Et c'est le mouvement qui crée la vie. Enfin, c'est la vie. Et c'est pour ça qu'à un endroit, l'IA peut être dangereuse, parce que si elle détruit quasiment entièrement l'asymétrie, alors il n'y a plus de marché. Parce qu'il y a un marché économique précisément parce que il y a le voisin qui possède quelque chose que tu n'as pas. Et si l'IA met à disposition finalement énormément de choses et qu'elle réduit drastiquement l'asymétrie, en fait, il y a une possibilité où tu réduis l'écart et donc il y a plus de marché en fait, tout simplement. Tu ne vas plus aller, je vais plus te payer pour avoir des informations parce qu'en fait l'IA me les fournit. Je vais plus te payer pour construire une voiture parce qu'en fait on a des imprimantes 3D qui font ça, et en fait trois clampins qui se réunissent et qui mettent le budget peuvent faire ça eux-mêmes. Bref. Et donc on finit avec un revenu universel et un monde dystopique et socialo-communiste. C'est ça. Parce que du coup, plus personne ne peut laisser s'exprimer son désir de conquête et de puissance, parce que de toute façon, peu importe les efforts que tu fais, tout le monde aura autant à l'arrivée. Donc en fait, on reboucle sur la dépression. Ouais. Mais d'ailleurs, il y a une accélération, là je voyais ce matin, une accélération de les gens se remettent à travailler beaucoup là en ce moment, justement parce que il y a cet effet de putain, il y a l'IA et en fait c'est le dernier moment pour faire de l'argent dans ma vie. Et après, c'est fini. Et j'en suis moins certain qu'avant. Je sais pas pourquoi, je peux pas le démontrer, mais j'en suis moins certain qu'avant. Et je pense qu'il y a un biais aussi là-dedans. Bref, je suis moins certain qu'avant du fait que l'IA va tout bouleverser. Non, l'IA va bouleverser beaucoup de choses, mais par exemple, tu vois, en Chine, le nombre d'emplois qui a été changé par l'IA, c'est 100 000, tu vois. Ont été c'est pas énorme en fait. C'est rien du tout, c'est une poussière. Et donc tu vois, faut voir si c'est pas un outil de plus à un endroit et qu'il y a pas un biais et que en fait l'humain va juste l'utiliser pour continuer à faire toujours plus. Non mais en fait, pour la première fois, une révolution va remplacer l'intelligence humaine elle-même. Donc si on arrive à créer des emplois qui ne mobilisent pas l'intelligence humaine mais qui mobilisent d'autres de ses capacités, de ses compétences, peut-être qu'on créera des emplois. Par exemple, si tu crées des emplois qui mobilisent l'empathie et la capacité de l'humain à se relier ou sa force de travail physique, on gagne un petit sursis. Les robots pourront rapidement remplacer la force de travail physique, de là à ce qu'ils puissent remplacer l'empathie et l'ocytocine. Il sait surtout qu'il faut que ça coûte pas trop cher en soi. Parce que si le coût de la main d'œuvre humaine est moins élevé que la robotique, parce que les ressources, parce qu'on n'arrive pas à faire la fusion nucléaire, parce que ce genre de truc. Tu vois ce que je veux dire? En fait, ça dépend de ces facteurs-là. Bien sûr. Le facteur limitant sera potentiellement l'énergie, quoi. D'ailleurs, je reboucle. J'ai pas lu ton livre, mais en gros, ce qu'il dit, il parle de la capacité à se relier à autrui. Donc, et en fait, pour rentrer en relation avec le monde, entrer en relation avec autrui, eh ben, il faut de l'énergie. Si t'as pas suffisamment d'énergie, ne serait-ce que pour t'occuper de toi et pour faire tourner tes propres processus physiologiques, bah, vaut mieux que tu sois en dépression. Parce que si t'es en dépression, bah, tu vas t'isoler et tu vas potentiellement te reposer. Ça me fait penser à un tweet que j'ai vu il y a quelques jours de quelqu'un qui dit ouais, mon thérapeute m'a expliqué que qu'en fait si j'avais tendance à me couper du monde et à m'isoler chez moi, c'est parce qu'en fait je suis tellement stressé chroniquement depuis des années que j'ai plus aucune énergie et que du coup ça me coûterait trop cher d'aller investir le monde que par défaut je reste chez moi. Je me change jamais, je prends jamais de douche, je prends pas soin de moi. Bah oui, mais t'es en mode économie d'énergie, t'es en mode hibernation en fait. Ouais. Tu vois. Ouais. Bah on fait toujours, on utilise toujours à un endroit la stratégie qui nous coûte moins cher, le moins cher quoi. Bah, par rapport à nos intérêts, c'est une combinaison entre intérêt et énergie, et c'est toujours ça, c'est toujours ça la balance. Et donc ouais, la personne est en récupération et jusqu'à ce qu'elle retrouve potentiellement une île ou un endroit où elle puisse se reconstruire et changer de ce mode veille en gros, tu vois, qui est horrible. Le gros problème, c'est qu'avant, il y a 50 ans, quand t'étais polytraumatisé, que t'étais en stress chronique, tu te sentais pas en sécurité dans le monde et que du coup t'étais tout le temps en train de stresser, d'être anxieux et que t'avais pas d'énergie et que tu t'isolais du monde
Et bah, tu te reposais vraiment. Aujourd'hui, tu t'isoles du monde, mais en fait, tu te reposes pas parce que tu es sur les réseaux sociaux, sur du C'est porno, ça. tu bouffes des plats préparés. Donc en fait, tu n'honores toujours pas tes besoins et tu peux aller encore plus loin dans le cercle vicieux et dans l'autodestruction. On a remplacé le repos par le divertissement et la distraction. Ouais. Et on pense que parce que on est distrait de nous-mêmes et finalement qu'on se coupe de nos sensations et tout ça, qu'on se coupe des sensations de fatigue, qu'on se coupe de nos signaux, à un endroit on est en train de se reposer. Non, t'es juste en mode veille et t'es en train d'épuiser de l'énergie, mais sauf que tu Ouais. fais rien en fait. Ouais. On a remplacé le repos par la sédation. Tu te C'est mets sous ça. sédatif, quoi. C'est ça, c'est ça. Oh, c'est bon, je me repose. Bah non, t'es en pilote automatique 9 heures par jour en train de regarder des vidéos débiles sur Instagram. C'est pas du repos. Ça surstimule toujours autant ton système nerveux. Ça te vide toujours autant de ta ressource. C'est une catastrophe. Ouais, ouais. Et ça diminue tes lobes frontaux, à ta capacité à te retenir, ta capacité à te contrôler, ta capacité à réfréner tes pulsions. Bref, il y a un bon gros cercle vicieux avec ce genre de truc, quoi. Terrible. Terrible, terrible. Euh, Qu'est-ce qu'il nous raconte d'autre dans ce livre il parle de plusieurs trucs. Il divise à chaque fois les choses en 3-4 étapes. Ça, j'aime bien. La première étape, c'est d'observer le monde, selon lui. Là, donc tu observes au microscope, tu regardes comment le monde est fait, t'essayes de l'atteindre visuellement, t'analyses. Quand tu commences, je sais pas, quand tu commences à vouloir séduire la première femme dans ta vie, tu commences par l'observer, essayer de comprendre le comportement féminin un petit peu et tout ça. Ouais. La deuxième chose, c'est que tu vas essayer de l'atteindre. Donc si on reste sur l'exemple du microscope et de la lune, tu vas essayer d'augmenter ta capacité à atteindre cette zone. Donc tu vas construire une fusée. Si Donc jamais tu réduire veux la voyager à distance. au village d'à côté, tu vas construire un vélo. Ouais. D'abord t'observes, tu vois qu'il y a quelqu'un. Après tu construis ta capacité pour atteindre. Et donc c'est là la mise à disposition du coup. La mise à disposition, du coup, elle vient après l'atteignabilité. C'est une fois que tu l'as atteint, t'essayes de le mettre à disposition. C'est-à-dire que là, on voit ça avec la Lune en ce moment. On a commencé par observer, on a réussi à l'atteindre. Maintenant, on essaye de la mettre à disposition, et là, il y a une course pour la contrôler. C'est ça la quatrième étape. Il y a une course des Russes, je sais pas si t'as vu, ils mettent du budget justement pour aller sur la Lune, pour aller exploiter les métaux précieux. Les Russes, les Chinois et les Américains. C'est marrant, ça ressemble énormément à la guerre froide, avec ce qui s'était passé et tout ça. Ouais. Et donc il y a tout le temps ces 4 étapes qui en fait qui sont justement les étapes de conquête de l'humain en réalité, qui sont les étapes du désir en soi. C'est la curiosité, c'est tout ça qui décrit. Et je trouvais ça bien divisé et tout ça. Mais par contre, lui, il parle de l'aspect de contrôle en dernière instance. Et pour moi, c'est une douille à un endroit parce que tu contrôles jamais la chose en réalité. Oui. Tu interagis avec plus que tu la contrôles. À la limite, il pourrait dire illusion du contrôle, ça nous parlerait plus, quoi. Voilà, c'est ça. Mais donc, il y a tout le temps cette volonté de réduire l'asymétrie. Et c'est ce qui réduire l'asymétrie, c'est ce qui rend heureux et qui calme le système nerveux à plein d'égards. En fait, réduire la symétrie, c'est réduire l'entropie. Ouais, c'est ça, c'est la même chose. Et donc l'humain se bat pour réduire l'entropie parce que en fait, déjà il a le désir d'observer, de conquérir, de tout ça, mais aussi parce qu'il a peur. Et finalement, c'est une façon de remettre du contrôle. Et donc là, on peut rebondir sur nos thèses là-dessus, sur le fait que en réalité, d'ailleurs, c'est ce dont parle dans La face cachée de la monnaie, l'énergie face cachée de la monnaie, comment il s'appelle? Pierre Noisa. Il parle de ça, il parle de notre volonté de réduire l'entropie, justement pour contrôler davantage le monde et le mettre à disposition et tout ça. Et c'est ça qui nous fait du bien et tout ça. Et en réalité, ce qu'il ne comprend pas à cet endroit-là, c'est que c'est un mécanisme drivé par l'angoisse. C'est-à-dire que c'est une illusion de contrôle, justement. On pense qu'on peut réellement contrôler le monde, alors qu'en réalité, on ne peut pas. On peut pas contrôler le monde. Et comme on a cette volonté d'essayer de sublimer, enfin de dépasser nos angoisses de mort, on va essayer de mettre à disposition le monde, sauf que tant que tu le fais depuis l'espace de « je pense que je contrôle davantage le monde », ça veut dire que tu es toujours angoissé et que t'as pas été introspecté.
en essayant de mettre le monde à ta disposition, finalement, c'est toi que tu mets à disposition du monde et donc tu te sacrifies parce que tu choisis plus ce que tu fais. Tu peux détailler? Tu as dit la tentative de mettre le monde à sa disposition résulte d'une angoisse et d'une illusion qu'on peut tout contrôler. Je pense que le piège de ça, l'écueil dans lequel on tombe, c'est qu'en voulant mettre le monde à sa disposition, finalement, on n'est plus dans son libre arbitre et on finit par se mettre nous-mêmes à la disposition du monde, à la disposition de notre obsession de mettre le monde à notre Oui, disposition. Et donc, oui. on sacrifie notre Bah, on est libre arbitre, aliéné à cet endroit-là. on sacrifie notre liberté intérieure. Mhm. Et donc, moi, ce qu'on dit pas, c'est ne réduisez pas. Enfin, ce qu'on dit, c'est réduisez votre entropie parce que c'est sympa. Mais pas à n'importe Réduisez la quel prix. symétrie, mais pas depuis un espace de je le fais pour me rassurer, depuis un espace de peur, parce que là, ça veut dire que tu es en train de fuir quelque chose et que t'as pas compris, t'as pas été introspecté, t'as pas été regarder ton impuissance, t'as pas été regarder tout ça. Moi, j'ai un exemple que j'aime bien, c'est les mecs qui sont partis à Dubaï pour fuir la mort. Tu vois, les mecs Pour fuient fuir à l'impôt et Dubaï. donc fuir la mort. Non, mais même fuir l'insécurité. Bon, c'était la ville la plus safe du monde et tout ça. Et en Ouais. fait, ce qu'ils avaient fait pour avoir suivi certaines personnes et tout là-bas, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient mis leur angoisse de mort en dehors de Dubaï, à un endroit. Ouais. Et donc, le jour où il y a eu des missiles, en fait, ça leur a rappelé que ah, mais même ici, je peux mourir. En fait, même ici, je suis en danger. Mais oui, mais c'est pas statistiquement, tu peux en danger, être en sécurité sans jamais être en sécurité en réalité, parce que C'est la important ça. sécurité, c'est qu'une putain d'illusion. Tu peux te C'est qu'une cacher putain derrière d'illusion. les... Tu peux te convaincre que ça te rassure de te dire je suis dans un endroit où statistiquement j'ai moins de chances d'être en insécurité. Et donc, t'essayes de te Mais, mais, convaincre que mais, ça n'arrivera pas, mais ça peut arriver quand même, sous-entendu. mais oui, mais c'est Pour le coup. surtout que, en fait, à tout moment, ton cœur peut lâcher, tu peux glisser sur un livre que t'as laissé traîner par terre et mourir. Enfin, c'est une volonté de mettre son angoisse de mort à l'extérieur de soi et de se dire, ça y est, maintenant je suis en sécurité. Mais on n'est Ouais. jamais en sécurité. Par nature, on n'est jamais en sécurité. Alors ne vous exposez pas au danger comme des abrutis non plus. Mais il y a un truc où si jamais votre quête dans votre vie c'est de vous mettre en sécurité, bah c'est peine perdue en fait. C'est C'est dur ça, hein. ouais. Si jamais votre quête, c'est de votre quête dans la vie, c'est de vous mettre en sécurité, c'est peine perdue. Et c'est pour ça que énormément de gens avec qui on travaille, et même qu'on voit évoluer sur Internet, font tout pour se raconter des histoires, pour ne pas se rendre compte qu'en fait, leur quête, au fond, c'est de se mettre en sécurité. Parce que Ouais. s'ils se rendent compte de ça, vu qu'ils ont quand même, certains, pour la plupart, un bon accès au rationnel, ils vont facilement se rendre compte que c'est peine perdue. Donc, ils sont obligés de rajouter des histoires par-dessus, et nous, on vient et on démonte ces histoires, tu vois. Bah Mais oui, non, oui. derrière, c'est ça. Tu fais tout ça juste pour te mettre en sécurité, parce que si t'acceptais que c'était peine perdue, bah, bien souvent, tu réaliserais qu'en fait, tu peux déjà assouvir tous tes désirs et t'as pas besoin Et de tu peux battre. aller faire autre chose et t'es plus drivé par la peur du coup. Ça, En fait, c'est terrible, hein. c'est enfin, je vais dire au bas mot, 80% des humains passent leur vie en fait, en réalité, à se battre pour se mettre en sécurité. Et je dis pas qu'il faut pas le faire. Je dis qu'il faut pas le faire depuis l'espace depuis lequel on pense qu'on peut réellement se mettre en sécurité. Et donc en réalité, t'arrêtes de jouer à ça. Tu vas juste t'occuper de tes besoins et ça te suffit. Et t'arrêtes de vivre dans un monde de façon paranoïaque en fait, sur un mode de suspicion, de doute, de crainte, de tout ça, tu vois. Ça me fait penser à un truc. Euh, Dans le rapport à la peur de la mort, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs stades. Et le premier stade, j'ai l'impression que c'est les gens qui disent non, mais moi, j'ai pas peur de la mort. Mhm. Et en fait, le déclaratif n'a aucune valeur. Il ne faut absolument pas tenir compte de ce que disent ces gens. Il faut observer comment ils agissent. Et bien souvent, les gens qui disent qu'ils ont absolument pas peur de la mort, dans leurs actions, dans leurs choix, bah, il semblerait bien qu'ils aient quand même vachement peur de la mort. Et l'étape d'après, c'est, ok, j'ai pris conscience que j'avais peur de la mort, ça me terrifie. Et je me rends compte que beaucoup de mes choix et de mes actions sont drivés par ça. Et l'étape d'après, c'est, ok, j'ai peur de la mort, mais de toute façon, j'y peux rien, et j'ai fait suffisamment le travail pour comprendre qu'il y avait des combats qui valaient pas la peine d'être menés, qu'il y avait des trucs qui étaient complètement en peine perdue,
Et comme tu l'as dit juste avant, bah, je me contente de répondre à mes besoins, de faire ce que j'aime et puis on verra bien, quoi. Mhm. Mais souvent, on inverse. Tu sais, avant, je pensais que il y avait les gens qui étaient terrorisés par la mort, Ouais. qu'ensuite, on pouvait faire la paix avec la peur de la mort, et ensuite avancer. Mais non, en fait, je crois pas. Je crois que les gens qui sont persuadés qu'ils ont pas peur de la mort, c'est juste qu'ils sont pas encore suffisamment prêts à sentir Non, et leur puis peur de la mort. c'est aussi parce que, tu sais, quand on parle de la mort, il y a un côté abstrait, tu vois. Ah bah ouais, hein. Vaut mieux. Je- oui, mais c'est surtout, tu sais, c'est difficile de se dire, attends, en réalité, tu peux pas avoir peur de la mort, tu sais pas ce que c'est, tu vois. Là, donc déjà, on devrait catégoriser ça comme de l'angoisse ou de l'anxiété, tu Ouais. vois. Et en réalité, à un endroit, tu sais pas ce que c'est. Tu n'as pas expérimenté la mort. Tu peux pas avoir peur de quelque chose que tu connais pas. C'est par nature. Enfin, donc t'es angoissé de l'idée de la mort, à la Oui, limite. bah c'est une peur Ok. de l'inconnu, puisque la mort c'est l'inconnu. Mais comment est-ce qu'on côtoie du coup la mort dans notre vie tous les jours? Bah c'est ça. C'est l'inconnu, c'est l'incertitude, c'est l'impuissance, c'est tout ça. En fait, la mort, qu'est-ce qu'il y a derrière de plus global? C'est notre incapacité à contrecarrer justement notre impuissance, tu vois. C'est Ouais. ça. Et c'est comme ça qu'on la vit dans la vie de tous les jours. Et donc, allez voir le nombre de personnes qui enfin, la plupart des gens ne sont pas capables de faire face à l'impuissance. C'est-à-dire, tu tombes malade et tout ça, tu vois, t'as un cancer. Imagine, on te dit t'as un cancer face à la plupart des gens, en fait, vont se dire, mais non, je vais faire ça, je vais me battre, je vais machin. Mais en fait, ok, c'est très bien, bats-toi. Mais pas depuis l'espace de tu penses vraiment que c'est à toi de te sauver et c'est toi qui vas te sauver, tu vois. Et ça, c'est super dur à digérer, cette impuissance. Tu vois. Et je pense que c'est Euh, super dur à transmettre dans une vidéo YouTube. et oui, déjà, c'est super dur. Et il parle d'un truc dans le bouquin, pour revenir un peu dessus. Il parle un moment des footballeurs qui font les rituels avant de marquer, avant de tout ça. Et en fait, par rapport à son bouquin, donc c'est rendre le monde indisponible, mais en réalité, c'est d'une certaine façon. En fait, il explique que la modernité tend à rendre le monde indisponible en essayant de le rendre disponible d'autant plus. Mais bref, je détaillerai un peu plus après. Le footballeur du coup qui fait face au fait qu'il va devoir marquer je sais pas un penalty ou quoi et qui angoisse là-dessus, Ouais. bah en fait il va essayer de remettre du contrôle par un Ouais. rituel magique où il se met en scène, il fait un signe, il fait machin, il se tape. Je sais plus, c'est Nadal qui a genre 15 tics avant de, c'est toi qui m'avais dit ça je crois, ou un truc Nadal, comme il est ça. trop drôle. Il fait ça, hop, il remet son truc, il tire son Ouais. short et tout. Et Ouais, en il fait, s'en rend même plus compte. qu'est-ce que font tous ces gens et qu'on fait en réalité dans notre vie quotidienne, hein. Il y a Oui, plein de trucs sur lesquels on ritualise et pour bien sûr. justement canaliser notre angoisse. C'est ils essayent de rendre le monde disponible. C'est-à-dire qu'ils essayent de rendre le monde prévisible. Ils se disent si jamais je fais tel et tel rituel, alors derrière j'ai tel résultat. Et en plus, ils en mettent toujours plus parce que, et c'est pour ça que Nadal finit avec des rituels qui durent 30 secondes avant de toucher une balle à chaque fois. Parce qu'il y a ce truc de, je n'accepte pas que je suis impuissant. Je n'accepte pas que je ne contrôle pas la fin. Et je ne contrôle pas le fait que je sais pas si je vais réussir à tirer bien de la bonne façon la Ouais. prochaine balle. Et donc, pour canaliser mon angoisse et mon impuissance, alors je mets en place un rituel qui me permet de me faire croire à moi-même et de rassurer mon propre système nerveux que c'est bon, j'ai fait le rituel, alors ça se passera bien. Et Alors, si attends. jamais je rate, ça veut dire que j'ai mal fait le rituel et que je dois refaire le Oui, rituel et que je dois le faire plus et mieux. oui. Ce qui est fou, c'est que là, tu viens de décrire les affres du développement personnel. C'est-à-dire que, Moi, tu j'avais sais, un rapport au rituel sur le sport, par exemple. mais pareil, mais surtout la Je me nutrition, disais, si je le vais à la sport, les salle de habitudes. sport toutes les semaines, c'est bon, ça veut dire que je serai en sécurité, que je Ouais, réussirai ma vie, que les ouais. choses se passeront bien et tout ça. Enfin, des trucs complètement. Tu Et ça vois, peut être beaucoup plus. Ça peut être des trucs qui durent 1 heure par jour chez vous. bien sûr. Pas forcément 10 secondes. Bien sûr. Et puis plus ça dure longtemps, plus on a de temps dans la journée où on est occupé, où on n'est pas au contact de sa peur, de son angoisse de perte de contrôle et de mort. Mais clairement, dans l'entrepreneuriat, qui est un domaine que nous on incarne et à qui on essaye de parler, parce que c'est les gens avec qui on aime travailler et c'est ceux qui sont le plus concernés souvent. T'as plein de gens qui sont très bons entrepreneurs, qui ne s'intéressent pas du tout au développement personnel,
Pourquoi ils sont très bons entrepreneurs? Parce qu'ils se sentent, ils sont sécurisés au niveau émotionnel. Peut-être qu'ils ont eu là où d'autres n'ont pas eu dans l'enfance. Donc ils sont à l'aise avec l'incertitude, le chaos et le chaos de la vie. Donc ça fait de bons entrepreneurs. Tandis que plein de gens qui se rêveraient entrepreneurs, qui se racontent des histoires, mais les, qui n'ont pas les fondations assez solides pour l'être, pour le devenir, eux se réfugient dans le contrôle, le dev perso, les routines, les bonnes habitudes pour se rassurer. Et c'est exactement ce que tu viens de décrire. Et souvent, ça fait de très mauvais entrepreneurs parce qu'ils ont une intolérance totale à l'incertitude, à l'inconnu, Ça au dépend risque et au toujours chaos. du degré enfin, des très mauvais entrepreneurs, en tout cas des entrepreneurs qui risquent à un moment de payer le prix fort de l'entrepreneuriat, parce que justement ils sont dans une fuite de l'angoisse et qu'à un moment, quand tu fuis quelque chose, Ouais. moi j'aime bien mettre cet exemple qui est totalement loufoque, mais d'un pédophile qui te poursuit au couteau dans la forêt. Tu cours plus vite s'il y a un pédophile qui te suit au couteau, mais par contre, tu peux tomber, tu peux te défoncer la cheville, tu peux courir moins longtemps parce que tu fais du sprint et tu fais pas du Ouais. cardio. Et donc, ces gens-là sont en fuite de quelque chose. Et j'ai, euh, je peux expliquer en l'espace de quelques secondes d'où ça vient, en fait, ce truc-là, en réalité. Justement, parce que tu as décrit le rapport aux parents, tu vois. Tu as Je parlé de t'en ça. prie. Allons-y. Mais en gros, normalement, tes parents sont censés te donner ce que tu as besoin. Subvenir à tes besoins, regarder tes besoins affectifs, tes besoins émotionnels, tes besoins nourriciers, tous tes Ouais. besoins, et essayer approximativement de bien les combler. Et quand tu as des parents qui sont suffisamment bons, c'est toujours c'est un continuum, mais un truc où ils arrivent plutôt correctement à répondre à tes besoins, tu vas accepter que ta capacité à répondre à tes besoins ne dépend pas que de toi. Et même, t'es assez impuissant, en fait, quand t'es petit. Plus t'es petit, Complètement impuissant et dépendant, ouais. tu développes de plus en plus de puissance dans ta vie. C'est pas de la toute puissance, c'est juste de la puissance. Et tes parents vont petit à petit t'apporter finalement ce dont tu as besoin et tout ça. Et s'ils jouent bien leur rôle, alors tu te seras senti en sécurité, tu auras pas eu trop d'angoisse, tout le monde en a un peu, mais tu auras pas eu trop d'angoisse, et tu te diras, oui, de toute façon, on finira par bien répondre à mes besoins. Et en plus, je connais ce que c'est la bonne exposition à mes besoins, comme celui qui a eu beaucoup d'argent, en fait, au bout d'un moment, il accepte pas de vivre dans la pauvreté et il va aller dans des endroits où il y a de la richesse et il va commercer avec des gens qui ont de l'argent et tout ça. Quelqu'un qui a eu affectivement aussi cette abondance, il va aller à cet endroit d'abondance affective, dès qu'il va voir quelqu'un de toxique, il va le mettre sur le côté de sa route, il va se dire mais non, je mérite mieux et puis il va aller le voir et tout ça. Et donc, quelqu'un qui a eu des parents qui ont bien répondu à ses besoins va s'orienter naturellement, sans avoir besoin de contrôler, vers l'environnement qui lui correspond, avec cette confiance de toute façon, à un moment, on répondra correctement à mes besoins. C'est-à-dire, je suis dans un monde où la finalité est positive. Dans un monde où tu as manqué terriblement, ce qui est la majorité en fait, d'un Ce point de qui est vue affectif, pas malheureusement forcément matériel, d'un point de la vue norme, ouais. affectif, tu te fais croire à toi-même que c'est uniquement toi qui dois répondre à tous tes besoins. Oui. Et donc que si jamais demain tu manges pas, c'est uniquement de ton fait. Mais c'est comme là il y a pas longtemps, j'avais un closer que je coachais justement sur une séance et tout ça, et il me disait qu'il remettait toute sa vie en question dès qu'il n'arrivait pas à closer quelqu'un. Et je lui disais mais tu vois le niveau d'arrogance dans Ça, lequel t'es. c'est un indice. Tu vois, c'est de la toute puissance. C'est croire que ça dépend que de toi. Je dis pas que tu ne dois pas faire progresser tes compétences pour améliorer tes capacités, ton taux de closing. Je dis juste que, à cet endroit-là, tu fais au mieux, tu fais avec toi, t'essayes d'améliorer petit à petit avec en fonction de ce que tu vois, que tu fais pas ouf et de ce que tu fais bien. Mais à terme, mais la personne derrière n'est peut-être pas intéressée. Ce n'est pas un objet que tu peux m'aller comme tu veux. Et d'ailleurs, si tu le fais, c'est assez mauvais signe. Ça veut dire que tu traites l'autre comme un objet et donc aussi que tu te traites toi-même comme un objet. Bref, donc il y a ce truc de ne pas accepter l'impuissance, ne pas accepter ce genre de truc. Et chez les personnes qui ont été dans des situations de manque, ils vont essayer de contrôler tout leur environnement pour subvenir eux-mêmes à leurs besoins, sans comprendre que c'est un juste engagement sans engagement excessif. C'est-à-dire Et que puis,
Vas-y, fini. Non, mais ça se finit. J'ai fini globalement. Tu mets tu mets le juste effort sans mettre trop d'effort non plus. C'est-à-dire tu mets l'intention sans partir du principe que tout dépend de toi en fait. Euh, Ce qui est le meilleur moyen de s'épuiser, parce qu'on est quand même une espèce qui a évolué pour être on a évolué pour être pro-sociaux. On est câblé physiologiquement pour fonctionner en groupe. Alors, quand on est persuadé que tout doit dépendre de nous et qu'on doit être la seule personne pour répondre à nos besoins, bah on s'épuise. Et c'est normal, on n'est pas conçu pour ça. Et je veux revenir sur un truc aussi que tu as dit avant, qui me fait penser que finalement, on est passé d'un monde où la plupart des gosses n'étaient pas forcément comblés matériellement, mais en tout cas, ils l'étaient majoritairement au niveau émotionnel. Et la modernité nous a amené dans un monde où on a l'inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup de gamins, surtout en Occident, qui sont à peu près comblés matériellement, mais qui ne le sont plus émotionnellement. Et je crois que c'est pire. Parce qu'en fait, les besoins émotionnels sont bien plus importants pour construire des fondations solides que les besoins matériels. je sais pas à quel point je sais pas à quel point les besoins émotionnels sont moins comblés qu'avant. Il y a des facteurs de la modernité qui font que oui. C'est-à-dire par exemple le fait de mettre son gosse à la crèche à 1 an et demi. Moi j'ai déjà été récupérer mon neveu ou des trucs comme ça. Je trouve que c'est un cauchemar. Il était là, il avait de la morphe collée, il hurlait dans son lit. Il y avait 15 bébés qui étaient cloîtrés avec des bébés empilés. J'avais l'impression d'aller récupérer un animal qui était enfermé dans une cage. À ce niveau-là, je suis d'accord. Tu Tu sais vois, combien mais c'est après, le congé maternité? c'est 9 mois, 6 mois, 4 6 mois. mois. Ok, ok, ok. De toute façon, moi, je ferai en sorte de pouvoir m'arrêter de bosser le moment où j'ai un gosse et de pouvoir enfin, parce que je pense que c'est essentiel. Et les premières années de vie, c'est essentiel. Tout le monde peut pas le faire, mais les premières années de vie, c'est essentiel et c'est essentiel de donner en termes de besoins affectifs. C'est le moment où le système nerveux se construit le plus, le moment où l'enfant a besoin de plus de sécurité et tout ça. Et donc Est-ce que, donc est-ce que pour faire une aparté sur les raisons monétaires pour lesquelles tout le monde ne peut plus le faire, ou est-ce que c'est vraiment pas l'objet de cette vidéo? bah on peut, mais de toute Est-ce que le façon, fait qu'il y a un siècle, on ait créé des organismes privés qu'on appelle les banques centrales et qu'on leur ait donné le monopole du pouvoir monétaire serait pas la cause de tout ça? Est-ce que le fait qu'aujourd'hui il faille que les deux parents travaillent pour subvenir à des besoins de base, et le fait que, bref, t'as compris où je veux en venir, mais dans un monde d'abondance énergétique qui est phénoménal, parce qu'en en vrai, on vit dans un monde d'abondance énergétique qui est phénoménal, on se retrouve à travailler comme des esclaves. Il y a un on vit truc qui est dans un totalement monde contradictoire. d'abondance énergétique phénoménale, mais aussi dans un monde de dépenses énergétiques superflues phénoménales. Donc en fait, Oui, on, oui, oui, on retombe à zéro, tu vois. oui, clairement, clairement. Et plus tu crées, plus les enfants ne sont pas, moins les enfants sont comblés émotionnellement, plus ils grandissent sur des fondations fragiles, euh, moins ils sont capables de disposer du monde et d'entrer en relation avec le monde et avec autrui. Ouais. Bref, ça crée une réaction en chaîne catastrophique. Oui, parce que en fait, justement, dans son bouquin, il parle de rendre le monde indisponible en essayant justement En étant plein de bonnes quand, intentions. oui, oui, mais justement, ce truc de le gosse qui n'a pas eu, c'est pas lui ça qui en parle, mais pour revenir là-dessus, le gosse qui n'a pas eu va se dire, ok, mes besoins, ma survie ne dépend que de moi. Il va falloir que je me batte, que je sois agressif. Et donc, ce qu'il va faire, ça, lui, il parle de l'humain, l'homme moderne vient agresser le monde pour le rendre à disposition. Et même la façon dont on vient exploiter les choses, la façon dont on vient détruire les sols, la façon, ce genre de truc, il y a vraiment une agressivité de, il faut que je me mette en sécurité maintenant. Je pense pas du tout long terme. Je détruis le système globalement, mais je m'en fous. Au moins, je peux m'accaparer quelque chose. Je peux Et je m'accaparer de la ressource. détruis. C'est soit c'est moi que je détruis en tant que système, soit c'est l'environnement. Ça dépend des conditionnements éducatifs et des préférences. Mais ça va avec en fait. Quand Bien tu sûr. fais au monde ce que tu étais capable de te faire à toi-même, hein, ça marche vraiment comme ça, l'humain. Donc le truc, c'est du coup, tu vas venir agresser le monde pour le rendre à disposition. Sauf que en venant agresser le monde de cette façon, finalement, il y a un endroit où tu viens de l'éloigner. Parce que pour rentrer en lien avec le monde, l'agression, ça marche pas.
Et donc c'est pas parce que t'as tous les moyens de jouissance à disposition, le Uber Eats, la capacité de scroller, la capacité de partir en vacances, la capacité, tu sais, il parle des centres de voyage qui t'organisent des vacances et tout ça, machin, et qui te vendent de la résonance, en fait. C'est lui, il parle de ça. Ils te vendent ce truc de, tu vas être en lien, tu vas enfin te reposer, tu vas te connecter aux choses et tout ça. Et, et en fait, c'est pas parce que tu pars en vacances que tu résonnes avec le lieu, avec tout ça, que tu arrives vraiment à te reposer, que tu arrives à te détendre, et cette capacité à rentrer en lien vient du fait que tu as un système nerveux en réalité apaisé, justement, qui n'est pas dans un mode de fonctionnement de je dois contrôler le monde pour le rendre à disposition pour survivre, et donc je peux rentrer en relation parce que je n'utilise plus le monde comme mon propre objet, parce que c'est ça, quand tu contrôles le monde, tu viens réifier le monde. Et d'ailleurs, il y a un petit passage je vais vous le lire parce que c'est pas Ouais, mal sur la réification. je comprends bien pourquoi tu tenais à faire une vidéo sur ce livre, parce qu'effectivement, ça connecte pas mal de nos concepts et de ce qu'on rabâche tous les jours. Ouais, clairement. Clairement. Faut que je le lise. Et il est vraiment pas mal. C'est un C'est fou petit, parce c'est un que petit bouquin. ce qu'on Il est en arrive à train de dire exprimer là, beaucoup de choses. je trouve c'est vraiment ce qu'on est en train de dire là, ceux qui auraient le plus besoin de l'entendre, c'est les obsédés de l'utilitarisme. Ah bah clairement. Malheureusement, les obsédés de l'utilitarisme, pour les atteindre avec un propos comme ça, il faut les intéresser. Et c'est pas ça qu'ils ont envie d'entendre. C'est ce dont ils ont besoin, mais ils Ah ont oui. surtout pas envie d'entendre ça. Donc malheureusement, à ce stade de la vidéo, ils sont déjà quasiment tous partis. Mais s'il en reste, bah félicitations. Et ça me fait penser à l'interview qu'on a vue avec Stéphane Mallard, qui il ne différencie pas à un endroit la mise en relation et la mise à disposition. Même s'il le comprend, mais en fait ça l'intéresse pas parce que il préfère rester dans sa tête que rentrer en relation. Stéphane Mallard, c'est un mec qu'on a eu un interview sur la chaîne Sous Pression, le podcast, vous pouvez aller voir, il parle d'IA et tout ça. Ouais. Et justement, il est assez matérialiste, même complètement matérialiste, je pense, en fait. Il dit ça. Je trouve ça assez beau du coup, on parlait de réification de le fait de faire devenir le monde objet, en fait. Il dit un tel constat se remarque généralement au fait que le regard mort d'une personne devient tout à coup lumineux, ou que nous avons subitement des larmes aux yeux. Celle-ci indique que le blindage de la réification, donc réification c'est le fait de faire devenir objet, à travers laquelle nous abordons en règle générale un monde orienté vers l'augmentation et l'optimisation, le calcul et la domination, est percé l'espace d'un instant et que nous avons abandonné l'agression. C'est pour ça que je considère que le fait de pleurer est un très bon indicateur que ça bosse en fait et que la thérapie fait son travail. C'est qu'en fait, t'es en train de lâcher. Ça veut dire que tu te reconnectes. Ouais, bien sûr. T'arrêtes de là, vivre sur ce mode agressif. Tu vois à quel point le monde qu'on a construit est basé sur le sacrifice de l'individu, puisque à partir du moment où l'individu réalise qu'il est en train de se sacrifier et qu'il lâche un petit peu le masque et qu'il pleure, on a tout fait pour que le monde considère que c'était la pire des preuves de faiblesse et que ça ne devait jamais arriver. Alors ça joue un rôle, bien sûr, que les hommes se sacrifient, machin, mais c'est fou quand même qu'on en ait fait Et pendant que je dis ça, il y a un petit Ferrari V12 à 600 000 euros qui passe en bas. Faudrait qu'il pleure un peu, lui. Je sais plus ce que je voulais dire, mais je pense que tu as compris où je voulais en venir et j'espère que ceux qui nous écoutent aussi. Au pire, vous nous poserez la question en commentaire, vous nous direz à tel passage, je n'ai rien compris, pouvez-vous développer? Mais et tu diras MDR, j'ai pas lu. Non. Mais d'ailleurs, au passage, j'en profite pour faire notre pub vite fait. Si jamais vous voulez faire un test de stress, c'est dans la bio. Ça vous donne des indications sur votre état de santé actuel. Même pas un test de stress, c'est si jamais vous commencez à percevoir que peut-être vous vous mentez à vous-même et que vous avez bâti sur un mensonge toute votre vie, ce test va vous montrer à quel point vous vous mentez à vous-même. Il va vous mettre le réel en pleine gueule. Et c'est ce dont vous avez besoin. Et bien sûr que ça parle voilà. J'ai fait aussi un petit truc, je me suis amusé parce que je sais pas exactement
il dit ça à un moment dans le bouquin, pour revenir dessus. La réalité objective ne nous fait pas spécialement peur, les mauvais signaux d'autant plus, car cela nous ramène à notre impuissance. Ah, attends, ça c'est moi qui ai noté ça. Car cela nous ramène à notre impuissance. Non, c'est moi qui ai annoté ça. Pardon, c'est pas lui. Mais en fait, tout ça pour expliquer que le 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 le, le monde, c'est pas. Je vais expliquer ça simplement. C'est pas la quantité de richesse qui te fait te sentir en sécurité. C'est ta capacité à exercer ta puissance et à te faire croire à toi-même, limite, que t'es tout puissant. Si t'es dans ce schéma, inacceptation de l'impuissance. Et donc, dès que quelqu'un commence à perdre un peu, il réalise à nouveau qu'il est impuissant. Et ça le met dans une angoisse. C'est-à-dire que j'ai fait une petite courbe pour m'amuser avec un mec qui est à genre 100 de richesse et on voit qu'il a une croissance et il se sent en sécurité. Et il arrive jusqu'à 200 de richesse. Et à un moment, il y a une perte, il passe de 200 de richesse à 150 de richesse. Et en fait, le point C là, A, B, C, 100, 200 et 150, au point C, il se sentira davantage angoissé qu'il ne l'était à 100 de richesse parce que il a ce signal de l'environnement me dit que je suis en croissance et donc ça va. Et en fait, c'est pas qu'il est moins en sécurité qu'avant parce que en réalité, il est à 150 de richesse et plus à 100. Mais c'est juste que il fait face à son impuissance, il fait face à son angoisse de mort de en fait, je ne contrôle pas le réel et potentiellement tout va se casser la gueule. Et oui, mais en fait depuis le début et même quand tu passes de 100 à 200, en réalité c'est toujours là derrière, c'est pas parce qu'il y a un mouvement positif que ça y est, t'es en sécurité et que tu vas pas mourir. Non, tu vas mourir et t'es pas en sécurité. Même si t'es en croissance. Sauf que ce signal qui baisse nous renvoie à notre impuissance et donc là on voit que la sécurité ne dépend pas même d'une objectivité matérielle, mais plus d'une illusion là-dessus de je contrôle le monde et je suis dans la toute puissance. C'est pour moi un des pires pièges, c'est de croire que tu vas pouvoir te soustraire de la peur de la mort et de la peur et de l'insécurité en t'appuyant sur des éléments rationnels, genre il y a X chiffres sur mon compte en banque. Enfin, c'est vraiment se fourvoyer complètement sur comment fonctionne notre intellect, notre esprit et notre ego aussi, et même notre biologie de manière générale. C'est pas la rationalité qui décide, quoi, qui prime. C'est une démonstration parce qu'on parle tout le temps de l'aversion à la perte sur des échelles, avec des exemples à des unités de temps, à des échelles de temps courtes. Genre, ça fait plus mal de perdre un trade à 10 balles que de gagner un trade à 20 balles, mais on n'en parle jamais à l'échelle d'une vie. C'est ce que tu viens de faire. Genre, t'es monté à 100 millions de patrimoine et d'un coup, tu te prends une énorme claque et tu redescends à 75 millions, tu vas te sentir comme une merde. Alors qu'à 50 millions, t'étais le roi du pétrole, tu vois. Ouais, très vrai. Mais ça c'est précisément en fait le mécanisme derrière l'aversion à la perte, c'est l'impuissance et la capacité à l'accepter. La capacité à accepter que finalement tout ce que tu vas acquérir dans ce monde te sera repris à un moment, que ça soit par la perte matérielle ou par la mort. J'ai une théorie là-dessus, moi qui bosse beaucoup avec des traders et des spéculateurs, c'est que un des éléments, un des facteurs les plus importants qui fera la réussite ou pas d'un trader, et un des éléments sur lesquels on est majoritairement déterminé et non pas autodéterminé, désolé pour votre sentiment de toute puissance, c'est s'il y a eu un sentiment de sécurité intérieure bien installé et s'il y a eu une relation à la mer saine. Enfin, s'il y a de l'angoisse, du stress, de la peur de la mort et de l'insécurité et qu'il y a eu une enfance chaotique, vous allez facilement développer une addiction au trading, ça c'est sûr, mais vous allez très difficilement développer une rentabilité en trading. Donc ça va probablement vous achever. Il faudrait passer à autre chose ou venir faire un travail. Ou encore une fois une rentabilité mais avec un endettement physique pas possible, quoi. Voilà, vous pourrez en fait pour réussir à être rentable en trading sans que ça vous coûte absolument tout, votre santé, vos relations, votre famille, etc. Eh bien, le prérequis, c'est que vous ayez des fondations psychologiques solides et que vous ayez eu ce dont vous aviez besoin dans votre enfance. Si c'est pas le cas, soit vous arriverez jamais à être rentable, soit vous y arriverez, mais ça vous coûtera très cher.
Encore une fois, si vous n'avez aucune estime de vous-même, peut-être que ce deal vous convient. Auquel cas, je suis assez triste pour vous. On peut conclure sur un truc, enfin, sauf si toi après t'as des trucs à rajouter, mais franchement il y a d'autres passages que je pourrais aller choper dans le livre vite fait, mais il parle justement de cet aspect de volonté, et moi je trouve ça intéressant de mettre ça en lien avec le désir. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, je vous invite à aller voir la dernière vidéo que j'ai fait sur le désir et l'insatisfaction. Parce que il parle un peu de ça en fait. Il parle de avec cette volonté d'agressivité et de conquête, il y a un truc dans la volonté qui éloigne toujours la chose. Et donc c'est comment dire, la vie fonctionne un peu comme un aimant à un endroit. Et si t'arrives avec l'agressivité, tu repousses toujours le monde comme un aimant qui serait retourné, comme deux aimants qui seraient retournés. Alors que t'as juste à t'ouvrir, et t'ouvrir, ça nécessite de retourner l'aimant. Et donc ta volonté, c'est ta capacité à être agressif face au monde, mais sauf que, alors certes, t'avances, tu fais avancer les deux aimants comme ça et tout ça, tu repousses les deux éléments, mais t'arrives jamais à saisir le monde. Et ta volonté, en fait, te met toujours dans cette douille, te met toujours dans cette putain d'impasse. Et donc, si jamais vous êtes là à vous gargariser à votre petite volonté et vous dire, ah, mais moi, j'arrive à faire tout ça et tout ça. Oui, mais tu n'arrives pas à jouir du monde. Et tu n'arrives pas, en fait, à en profiter à un endroit, tu n'arrives pas à t'y connecter. Et donc, parce que t'as ce mode de vie agressif. Et en fait, inverser l'aimant, ça nécessite de rester avec soi-même et de se dire, putain, bah, en fait, j'ai pas grand chose à faire. Pas autant que ce que je pensais. J'ai pas rien à faire, mais j'ai pas autant de choses à faire que ce que je pensais. Et c'est là qu'il y a une impuissance dans la volonté, en fait. C'est marrant parce que inverser l'aimant, ça veut dire inverser la polarité. Et finalement, on en revient à ce qu'on disait au tout début sur la différence de potentiel et l'asymétrie. Et en fait, la capacité à inverser la polarité, bah, c'est la capacité à faire circuler l'énergie. C'est ça. Si t'es toujours sur la même polarité, bon chance. T'es toujours dans un extrême. Et puis t'es dans une fuite en avant et ça ne fonctionne pas, en fait, à un endroit. Et d'ailleurs, si jamais vous voulez aller voir un podcast d'un mec qui selon moi, a fait ça un peu toute Je sa sais vie. ce que tu vas dire. Tu peux y aller, il ne fera jamais cette vidéo de toute façon. Ouais, c'est Stéphane Édouard. Faudrait qu'il l'écoute. C'est Stéphane Édouard. Qui a eu ce mode de relation agressif, qui a eu toujours plus, mais qui a une insatisfaction due à cette incapacité à se connecter à. Et d'ailleurs, en fait, j'ai repensé à la scène qui nous décrivait face aux flocons, avec les flocons de neige qui viennent s'abattre sur la vitre et tout ça. Et de l'hôtel, il décrit une scène où il a été touché et tout ça. Et en fait, c'est ça qu'il décrit. Il décrit ce mode de réification qui est tombé à un moment. Et il a arrêté de réifier le monde. Et donc, il s'est laissé toucher par, et il y a eu un arrêt du temps. Et en fait, ce qu'il décrivait là-dessus, c'est l'amour. Et rappelle-toi que, quand il décrit cette scène, il décrit quelque chose en particulier, il décrit à quel point les flocons de neige s'abattent de manière chaotique sur les vitres parce qu'ils viennent de partout. Et en fait, c'est le seul moment où il a laissé un peu le chaos du monde l'approcher d'aussi près. Ouais. Et ce mec le fait de deux façons, soit par ça, avec ce qu'il écrit, soit avec la littérature. Et c'est pour ça qu'il nous parle de la littérature comme médium, en fait, pour se connecter à un peu d'amour. En fait, je pense que c'est ça. C'est fou parce que tu prends pas beaucoup de risques. Ça permet de le faire sans prendre de risques. Et l'histoire de l'hôtel, il y avait la vitre entre lui et le chaos. Il aurait peut-être pas, il se serait peut-être pas senti autant touché par la grâce et l'amour s'il avait vécu cette tempête de neige en étant en plein milieu et en étant fouetté par les flocons. Ouais, c'est ça. Ouais, vraiment. Faut que je le lise ton bouquin là. Franchement, quand je vois ce bouquin et que je vois le titre, il me donne pas du tout envie. Je l'aurais jamais lu. C'est quoi déjà le titre? Rendre le monde indisponible. Peut-être c'est fait exprès pour créer une... C'est comme ce que dit Charles Robin dans le podcast qu'on a fait avec lui, le précepteur, où il dit que beaucoup de philosophes font exprès d'écrire de manière un peu indigeste pour créer une barrière à l'entrée, parce qu'ils savent que la plupart des gens ne pourront même pas percevoir leurs propos. Bah peut-être, ouais. Ouais. Mais parce que pour moi là, ça parle de quelque chose d'assez spirituel en fait, mais il le caractérise pas comme ça parce que, à mon avis, il a pas compris que c'était ça. Il l'a peut-être pas compris là-haut, mais il l'a compris ici. Hein.
il parle par exemple, là, il met un passage, que c'est que, il en va de même des dispositifs de sécurité. Plus il y a de caméras de surveillance, de systèmes d'alarme, de protection contre le vol et de clôture autour d'une propriété, moins les habitants se sentent en sécurité. Et il cite ses sources avec justement un truc qui explique enfin une étude qui explique que il y a une corrélation directe entre et en fait c'est parce qu'il en faut toujours plus. Parce que tu sais qu'à un endroit c'est une illusion, et t'as beau mettre toutes les caméras de surveillance, tous les passages, les trucs que tu veux, toutes les barrières, bah à un moment, si quelqu'un veut rentrer dans ton environnement et te buter, bah il y arrivera peut-être, et puis de toute façon c'est peut-être même ton corps toi-même qui te lâchera, et de toute façon t'es tellement envahi par le stress que en fait t'as ton cortisol qui bouffe tes comment on appelle ça, les bouts de l'ADN, Les télomères. les télomères, qui bouffent les télomères. Bref, donc Bon, t'as fait un de toute façon, raccourci, t'es en là, train mais... de... mais oui, ok. Bah parce que le cortisol, ça fait ça. Pas directement, mais disons que le cortisol induit un vieillissement prématuré, une oxydation, un stress oxydatif qui induit le raccourcissement des télomères. Mais si je verse du cortisol sur tes télomères, ils vont pas fondre. Oui. On pourrait essayer d'ailleurs. On sait pas en fait. Et j'essaie de voir s'il y a un dernier passage. Oui, il parle aussi, par exemple, en fait, il parle du fait, il remet en perspective le fait que tout ne dépend pas de nous. Il parle d'un truc dont je parle souvent, du fait que tu ne choisis pas tes goûts, tu ne choisis pas ton attirance, tu ne choisis pas tout ça, tu le découvres. Il parle du fait qu'on fait croire aux enfants que leur avenir dépend que d'eux, et que c'est leur choix, tu vois, d'orientation au moment où ils vont prendre leur décision qui va influer sur toute leur vie, alors que en réalité, tu changes 15 fois de métier dans ta vie maintenant, que tu te réorientes au fur et à mesure, que c'est le fruit du hasard bien plus qui te met sur la voie de ton métier que ta propre volonté, chez 99% des gens. Ce genre de truc où tu peux calmer l'angoisse. En fait, la vie n'a pas besoin de ta volonté pour bien fonctionner. Elle a Oui. besoin de ton juste impact. Et sauf que ça nécessite de voir sa propre médiocrité, de voir sa propre impuissance, et puis c'est difficile. Mais oui, mais surtout quand on t'a répété toute ton enfance que y a que la volonté qui fera les choses et que quand on veut, on peut. Enfin, t'es tellement imbibé de ça que le remettre en question, ça te coûte trop cher au niveau cognitif. Donc, faut y aller étape par étape, en commençant par écouter ce genre de vidéos jusqu'au bout. Je sais pas si t'as des trucs à rajouter là-dessus. Non, moi je pense que c'est déjà un morceau suffisamment riche. Allez lire le bouquin. Allez lire vraiment le bouquin, Hartmut. Rendre le monde indisponible. C'est un Hartmut Allemand? Rosa. Ben je sais pas. Je Parce sais que pas. c'est fascinant, je trouve que ce soit un Allemand qui a écrit ça, parce que les Allemands, c'est typiquement le genre à, à vouloir posséder le monde, à en avoir rien à foutre de le rendre disponible et de pouvoir en jouir, quoi. Allemand, ouais. C'est Allemagne. intéressant. C'est un mec qui a dû vraiment faire un gros travail de déconditionnement à l'origine, à la base, je pense, pour réussir à percevoir ça, hein. Parce que tu m'aurais dit c'est un Italien qui l'a écrit, j'aurais dit ok. Oui, parce qu'il y a une dimension un peu plus artistique, connectée au monde, Bah, les machin. Parce que Italiens, en fait, ils ont compris ça. Il y a peut-être d'autres trucs qu'ils ont pas compris que les Allemands ont compris, quoi. ouais. Oui, je vois je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Ben, enfin Écoute, bref. Bah c'est écoutez, très intéressant. merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez à tous vos potes dépressifs et qui Tous. veulent conquérir le monde et qui réifient le monde, qui le font devenir objet. Faites-leur découvrir la vraie vérité vraie. Et c'était un plaisir de vous faire cette petite vidéo. Allez lire Bon, on le se repassera bouquin. bientôt Ouais. avec Ciao Henri tout le monde. Laborie. Henri Laborie, le prochain bouquin. Abonnez-vous. À très bientôt.